Bonsoir et bienvenue. Ce soir, j'aimerais vous présenter un petit peu nos activités d'une manière un peu différente. Habituellement, j'ai plus vocation à le faire dans des bars et uniquement parler. Donc aujourd'hui, je vais vous passer un petit peu par l'expérience de ce qu'est notre travail en constellation familiale et en tantra. Donc parfois, je vais faire un peu les ponts entre les deux. Je peux être très bavard, je vais essayer de me limiter dans le temps. Marlène, je compte sur toi. Voilà, je vais vous parler du tantra, d'abord des constelles et du tantra. Parfois, je vais faire le lien entre les deux, parce qu'on voit souvent qu'en constellation familiale, la sexualité et le complexe d'Oedipe notamment sont des fondements et des bases pour beaucoup de choses en constellation familiale et dans le tantra également. Et c'est un peu cette énergie-là qui est notre énergie vitale, qui régit beaucoup de choses sur le plan énergétique dans notre vie. On a tous des liens énergétiques invisibles qui nous lient les uns les autres. Avec notre famille, ça se passe également sur le plan cellulaire, sur le plan du noyau de l'ADN également, il y a une mémoire inscrite. Et en constellation familiale, on remonte parfois sur plusieurs générations. Donc parfois on peut observer que, par exemple dans l'histoire familiale, de manière récurrente, on observe qu'il y a certaines maladies qui peuvent éventuellement arriver, et que ça saute toutes les 3 générations. Ça peut être par exemple une maladie mentale comme la maniaco-dépression. C'est pas que les gens qui se trouvent entre les troisièmes générations eux-mêmes n'ont rien, ça peut être latent aussi chez eux, mais ils ont beaucoup plus une tendance à l'évacuer et à ne pas tomber dedans. Donc là je parle de cas un petit peu extrêmes, mais ça peut être des choses beaucoup plus banales. Quand je dis banales, c'est parce que malheureusement ça peut arriver souvent. On peut voir aussi des histoires qui sont aussi graves, comme l'inceste ou comme des cas de suicide, de TS, qui sont aussi récurrents dans certaines familles. Les constellations familiales ne se focalisent pas uniquement sur la famille. Ça se focalise notamment sur l'individu et comment cet individu va pouvoir s'expanser en allant vers son but et vers sa réelle vocation qui est sa vocation de l'âme. La constellation familiale nous amène souvent à voir qu'il n'y a pas il y a une raison en fait à tout. Il y a une raison quand on a des objectifs, pourquoi ces objectifs ne se règlent pas. Et souvent ils ne se règlent pas parce qu'il y a un héritage qui est dû à l'éducation. Ça peut être des peurs de se réaliser dans notre vie, peur de ne pas pouvoir aller vers nos objectifs. Donc on va guérir toutes ces mémoires de l'enfance, qui sont l'héritage familial de manière intrinsèque. Et il y a un héritage émotionnel, de manière consciente ou inconsciente. Cet héritage émotionnel, parfois on se croit obligé de le porter pour nos parents, ou on se croit obligé de les porter pour X raisons, ça peut passer aussi dans le domaine professionnel. Donc quand on se libère de toutes ces notions de culpabilité, souvent, parce que la culpabilité est très très en lien souvent avec les peurs, quelqu'un qui ressent de la culpabilité dans sa vie, eh ben, il a des peurs. Et c'est souvent nos parents et l'éducation que nos parents nous ont donnée qui nous amène dans ces peurs nous-mêmes. Donc on va, de manière systémique en fait, si je vous explique concrètement comment ça fonctionne et comment on va pouvoir l'expérimenter après, il y a un groupe de personnes donc, qui se rassemblent, des personnes qui se connaissent plus ou moins. Ce soir, il y a des gens que je connais qui ont travaillé avec moi.
et ils se connaissent un petit peu, mais ils se connaissent, bon, je pense dans le cadre de la thérapie, peut-être pour certains plus intimement. Hein. Mais la majorité du temps, les gens ne se connaissent pas dans le groupe. Une personne va expliquer un complexe ou une problématique qu'il a dans sa famille ou qu'il a dans sa vie personnelle. Et à partir de là, on va choisir des représentants de sa propre réalité, en fait, hein, au niveau familial. Donc, par exemple, si une personne constelle, souvent on va se retrouver avec la triangulaire, hein, enfant, père, mère. Hein. De toute manière, on a tout le temps cette structure-là, cette base-là, dans la constellation familiale. Et cette structure-là, on va un petit peu voir comment nos représentants, les gens qui nous représentent, évoluent dans ce cercle de la constellation familiale. Ça peut passer par des émotions hein, qui sont inconscientes, mais qui passent à travers nous parce qu'on est le représentant de cette personne. Ça peut être des mouvements du corps, ça peut être certaines mimiques, ou parfois même des gens qui n'arrivent pas réellement à rester debout, ou des gens qui vont se tenir comme ça, cacher leur sexe. Tout ça, c'est interprétable. Hein. Il y a une raison à ça. Hein. Donc on commence à faire bouger les choses. La personne qui ressent du poids émotionnellement, on va l'inviter à trouver du soutien, hein, que ce soit avec les ancêtres, avec les amis. Hein. Donc il y a des représentants qui représentent ces gens-là qu'on aime dans notre vie, qui nous soutiennent pour pouvoir aller exprimer l'émotion, soit aux parents, hein, quand c'est l'exemple d'un parent, hein, donc on va exprimer l'émotion, donc se libérer d'un poids qu'on a en soi et qu'on s'oblige à porter. Hein. Et quand on va vers cette libération émotionnelle, on ressent souvent que l'autre en face, il accepte pleinement. Et il y a une réappropriation de tout ce qui appartient à l'autre. Hein. Donc gentiment, on va tout lui redonner un petit peu ses bagages. Hein. Donc souvent, ça fait tout un pataquès, parce qu'on bouge beaucoup de choses pour lui ramener tout son bordel, entre guillemets. Hein. Et l'autre accepte aussi pleinement, hein, parce que pour lui, c'est aussi une libération que de reconnaître aussi qui il est. Et ce qu'il a voulu peut-être faire endosser aux autres. Donc, on voit souvent que de toute façon, il y a toujours, dans les histoires de famille ou sociales, il y a tout le temps un dominant et un dominé. Et c'est parce que on se met dans la position du dominé que le dominant en face de nous existe, hein, et qu'on l'attire à nous, hein, de toute manière. Donc voilà, on se rend compte un petit peu de tous ces schémas-là et tous ces schémas qu'on met nous-mêmes en place, hein, et auxquels les autres, bien sûr, participent pleinement. Quelle action ont les constellations familiales concrètement dans notre vie, hein? Donc, ça a une action notamment sur les gens qui sont présents, hein, donc vous, ici ce soir, mais aussi une action sur les gens qui sont absents de la constellation. Hein. Si par exemple vous vouliez venir avec vos parents et que vos parents ne viennent pas, bon, il n'y a pas vraiment d'importance. Hein. Ça agit sur eux également, parce qu'il n'y a pas de temps et il n'y a pas de limite à la circulation de l'énergie. Hein. Et quand on travaille en constellation familiale, on travaille avec une énergie bien particulière, parce qu'on travaille vraiment avec l'énergie spirituelle. Et c'est vraiment notre centrage pendant les constellations qui nous permettent de lâcher le mental, et notamment parce qu'on intègre des exercices corporels entre les constellations, et notamment avec Marlène pour le yoga. Donc tout ça nous aide à lâcher le mental et à être beaucoup plus dans le ressenti du corps. Et quand on est dans le ressenti du corps, on est dans le moment présent, et on est beaucoup plus intuitif aux choses qui se passent dans notre vie. Voilà. Les constellations familiales n'ont pas une action uniquement sur les vivants. Hein. Elles ont aussi une action sur les gens qui sont décédés. Parfois, on peut voir aussi des gens qui sont décédés de manière violente,
soit avec des accidents, hein, par exemple un accident de voiture, hein, c'est un peu inattendu, hein, mais bon, il y a une raison aussi pourquoi on décède dans un accident de voiture. Soit ça peut être une tentative de suicide, donc une TS, hein, donc c'est un accident aussi qui peut être violent. Hein. Donc ces gens-là qui sont décédés, nous sommes composés de trois parties très simples qui composent notre être. Hein. Donc dans mon concept, c'est le corps, l'esprit également l'âme, l'esprit et l'âme. Hein. Et l'âme est immortelle. Hein. L'âme fait l'expérience de diverses réincarnations, et c'est notre partie subtile, c'est notre partie divine de notre être. Hein. Elle n'est pas à l'extérieur de nous, elle est en nous dans notre corps. Hein. Il ne faut pas s'imaginer qu'elle est à l'extérieur de nous, mais elle est bien en nous. Hein. Tant que nous sommes incarnés et vivants, l'âme est en nous. Hein. Quand nous décédons, l'âme quitte cette enveloppe charnelle. Donc le corps est mortel, l'esprit aussi, mais l'âme est immortelle. Donc ces personnes-là, hein, qui sont décédées, ne se rendent pas compte parfois qu'elles sont mortes, hein, parce qu'elles sont mortes d'une manière violente. Et elles peuvent rester aussi sur notre plan terrestre. Donc, on dit plan astral, hein, qui est entre ce plan terrestre et le plan de l'au-delà. Hein. Et ces personnes-là ont souvent peur, parce qu'il y a eu cette mort violente qui est traumatisante pour eux, hein, et qui est traumatisante pour nous aussi sur Terre. Hein. Donc, de fait, on a du mal à faire le deuil de ces personnes-là. Hein. Et quand on a du mal à faire le deuil de ces personnes-là, eh ben, on les retient aussi sur le plan terrestre. Et elles sont un petit peu comme scotchées à nous. Hein. Et parfois on ne sait pas trop ce qu'on a, mais il y a un certain inconfort, il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie, où il y a certains freins, et on ressent des émotions qui ne nous appartiennent pas forcément. Hein. Et bien souvent, c'est parce que il y a des morts qui sont décédés, qui ont très peur, et qui s'accrochent à nous. Et que nous-mêmes, on leur permet, hein, de rester accrochés à nous, parce qu'on n'a pas fait le processus de deuil. Parce que souvent on a une relation à la mort qui n'est pas forcément aidante pour les gens qui sont morts. Parce qu'on va beaucoup pleurer nos morts, on va être très triste, et parfois ça peut durer des années, et parfois ça peut durer une vie entière comme ça. Donc plutôt que de célébrer, comme le font beaucoup de tribus autochtones, de manière ancestrale, plutôt que célébrer le mort pour qu'il puisse s'élever et aller vers le dollar et ne plus avoir peur, eh bien, on va plus pleurer, pleurnicher en disant « Ah, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'il était bien, qu'est-ce qu'on va devenir maintenant ?» Et voilà, quand on ressent ça, c'est pas aidant pour la personne qui est décédée. Donc on va aussi réaliser des choses sur le plan de l'au-delà, hein, pour nous déjà se sentir libres et pouvoir permettre aux gens décédés de partir vers la lumière. Hein, on parle de lumière, c'est vraiment le cas, hein, c'est aller vers la lumière et ne pas avoir peur. Parce que quand on décède, on est accueilli les bras ouverts, hein, et on rencontre aussi des gens qu'on a connus peut-être dans des vies antérieures, etc. Et d'autres personnes qui sont mortes sur ce plan terrestre. Voilà. Je vais peut-être un peu continuer avec l'âme, hein, ça peut être intéressant si le sujet vous intéresse. L'âme est la vocation de s'incarner et de se réincarner de manière un peu volontaire et en faisant des choix bien précis. Et si nous avons telle problématique dans notre vie, c'est aussi parce que l'âme a fait ce choix d'avoir ces problématiques et de faire le jeu de l'expérience de l'existence terrestre pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Parce que l'âme sur un plan invisible ou sur un plan non incarné, on va dire, hein, qui n'est pas matière, elle a beaucoup plus, son évolution est beaucoup plus lente. Hein. Donc ça se bouscule un peu au portillon pour pouvoir s'incarner rapidement, parce que le plan terrestre permet à l'âme d'évoluer plus rapidement. Hein.
Et c'est ce jeu de la dualité qu'on expérimente ici, qui nous amène à faire tel choix ou tel choix dans notre vie. Soit on fait les choix en fonction du mental, donc du raisonnement, en fonction de la société, en fonction de l'extérieur, etc. Et à ce moment-là, on enferme un petit peu l'âme dans un carton, dans une belle boîte. On lui dit non, toi, tu es l'enfant passage, on n'a pas les moyens de te donner ce nouveau jouet. Et ça, c'est l'esprit rationnel qui peut parfois vivre dans un certain manque et qui n'est pas à l'écoute de l'âme parce qu'il est trop à l'écoute de l'extérieur plutôt que d'être à l'écoute, au niveau de l'être, plutôt que d'être à l'écoute de notre partie du réel soi, donc de nos réels objectifs, de notre réelle vocation, de pourquoi on est venu sur Terre dans ce corps pour cette incarnation. Donc c'est essentiel d'aller connecter en haut, mais il faut aussi aller s'ancrer en bas. Parce que je peux rencontrer des gens qui sont très connectés en haut, mais en bas ils sont coupés, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de racine. Et ils peuvent peut-être avoir certaines choses qui se passent dans leur vie où ils sont étourdis, etc. Et c'est pour ça qu'on associe vraiment le yoga et certains exercices de respiration au fait de se connecter au ciel, au spirituel. Ça, c'est essentiel. Si on n'est pas ancré au sol et connecté au ciel, on a du mal à avoir l'axe horizontal. Donc là, on est vraiment dans l'axe de la croix. Le Père Ciel, la Terre-Mère, et l'axe horizontal, le plan matière. Donc quand on veut avoir certaines choses dans notre vie, il faut non seulement être dans le faire, mais avant d'être dans le faire, il faut être dans l'être. Si on n'est pas dans l'être, il est difficile d'aller dans le faire après. Et on peut rapidement s'épuiser à faire, pour avoir un avoir très minime, très peu d'avoir. Donc, notre existence est faite de être, faire et avoir. Et si on oublie d'être, les deux autres composantes sont très dures à réaliser dans notre vie. Parfois, il y a des gens qui constellent en constellation familiale, et puis ils n'ont pas vraiment d'idée de ce qu'ils veulent consteller. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce qu'ils sont peut-être dans une période de leur vie où ils sont confus, où ils sont en dépression, où ils vivent un moment difficile. C'est pas réellement grave. On peut juste consteller la période difficile du moment. Et à partir de là, on va commencer à éplucher un petit peu cette pomme et voir un petit peu comment ça se situe au niveau du trognon, au niveau du cœur de cette personne. Parce qu'on va toujours, en constellation familiale, on n'agit pas en surface, mais on va voir les choses vraiment, la problématique à la racine. Quand on fait des choses en surface, on a des résultats très éphémères et on va rapidement retomber dans certains processus qu'on connaît déjà et toujours un peu avec les mêmes carences. Par contre, quand on va voir les racines familiales, là on va guérir l'être dans sa profondeur. On va vraiment résoudre certaines solutions qui n'ont pas forcément eu de réponse auparavant. Donc, la personne qui est un peu perdue, un petit peu en dépression, qui ne sait pas vraiment où elle est, même si elle n'a pas d'idée de ce qu'elle veut consteller, au fur et à mesure de la constellation et de l'évolution de la constellation, tout le temps en partant du triangle, ce fameux triangle, on va voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, au fur et à mesure de la constellation, la personne va réaliser certaines choses et avoir certains soulagements aussi. Donc, il y a un résultat vraiment concret sur le moment de la constellation, et le plus gros résultat, après, il se réalise aussi, bien sûr, après la constellation. Donc, on va un petit peu comprendre
quels sont nos schémas d'addiction émotionnelle ou aussi peut-être des addictions extérieures, hein, et comprendre pourquoi on retombe toujours dans ces mêmes schémas et que notre énergie fait un petit peu des montagnes russes comme ça. Hein. Des périodes où je vais très bien, c'est exponentiel, c'est jouissif, etc. Et puis des moments où c'est très down. Hein. Donc plutôt apprendre à avoir quelque chose de très progressif et pas avec des pics comme ça. Hein. Parce que ça nous amène rapidement dans la confusion et dans l'incompréhension de l'enseignement qui m'est un peu cher. Hein. Je ne sais pas si j'en parlerai ce soir, mais c'est la loi de cause à effet, la loi d'attraction. Hein. Nos pensées, notre mental émet une certaine onde et le corps vibre en fonction de cette onde-là et on attire à nous certaines situations problématiques. Hein. Et quand on fait des pics comme ça, hein, et c'est souvent dû à l'enfance aussi, hein, et quand on fait ces pics-là et qu'on va guérir l'enfance, eh ben, on est beaucoup plus stable aussi au niveau émotionnel. Hein. Donc les constellations familiales agissent à ce niveau-là aussi. Hein. Et si je reviens encore à cette personne-là qui est en phase de dépression, qui ne comprend pas ce qui se passe, eh ben, les constellations familiales nous permettent aussi, parfois, de comprendre certains secrets de famille. Les secrets de famille qui sont un poids énorme, parfois depuis des générations et des générations. Moi, je peux voir que des fois, je remonte sur 4 ou 5 générations dans la lignée maternelle ou paternelle, la lignée des hommes ou des femmes, et on peut voir souvent que ces secrets de famille, parce qu'il y a eu une manipulation psychologique, il y a pu avoir aussi des manipulations physiques, hein, des choses très dures, où il y a eu de la violence, hein, et ben voilà, on s'est tu. Hein. On sait qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables qui se passent dans les familles, on les voit, mais on ne dit rien, hein, par peur, hein, souvent par peur. Par peur des représailles des personnes concernées, de la personne qui est un petit peu le bourreau dans la famille. Donc par peur des représailles de cette personne-là, hein, parce qu'il y a de la manipulation psychologique derrière, hein, qu'elle soit visible ou invisible, hein, avec les pensées aussi, et ben tout le monde se tait. Hein, tout le monde sait ce qui se passe, ou croit savoir ce qui se passe, hein, souvent c'est pas très clair aussi, et on se tait. Et donc parfois il y a des secrets comme ça qui sont révélés aux personnes. Donc il y a une autre compréhension, il y a vraiment une libération qui peut s'effectuer. Et ça, c'est un vrai soulagement pour l'être. Voilà. Est-ce qu'au niveau des constellations familiales, voilà, je pense que je vais pour l'instant arrêter là pour les constellations familiales. Si vous avez des questions, on va prolonger et je pourrais vous répondre. Et après, on passera au tantra. Hein. Est-ce que qui d'entre vous ont déjà constellé ou connaissent les constellations familiales? D'accord. Oui, des gens que je connais. D'accord. Vous en avez déjà entendu parler? C'est un sujet qui vous intéresse? Entendu, ouais, mais pas approfondi. Vous avez des questions particulières par rapport à ce que j'ai dit? Oui, tout à l'heure tu disais que ça agissait sur les parents, ça agit aussi sur les enfants. Ah oui, tout le cercle familial. Hein, les amis aussi, les liens amicaux qu'on tisse dans notre relation, dans nos vies de tous les jours. Ouais. Et les gens décédés aussi. Okay. C'est assez complexe pour remonter sur plusieurs générations. Ça passe par le ressenti, hein, ça passe par le corps et ça passe au-delà du mental. Hein. Bien sûr, il y a une théorie, hein, je pourrais vous faire une théorie toute la soirée, mais je préfère que les gens passent par la pratique et par l'expérience plutôt que trop de théorie. Hein, parce qu'un bon théoricien peut expliquer des choses sans les avoir vécues, et par contre, pour moi, la pratique sans la théorie, donc en fait la pratique en faisant notre propre théorie, c'est beaucoup plus valable. Vous voulez connaître l'état d'esprit des personnes qui vont représenter le père et la mère? Ils sont pleinement là ou
comment ça se passe? Enfin, je pense qu'il faut pratiquer pour poser des mots. Mais... Oui, c'est une question intéressante. Grâce au yoga, comme je disais, on aide les personnes déjà à aller dans la détente, à aller dans le corps et à aller vers cet ancrage. Les personnes qui vont être représentantes de quelqu'un de ta famille, par exemple, ces gens-là vont canaliser une certaine énergie. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de temps ni d'espace à l'énergie. Elle circule partout et en nous. C'est l'intention qui permet de faire avancer les choses dans la constellation familiale. Et toute chose part de l'intention. Quoi qu'on fasse dans notre vie, si on fait avec l'intention d'amour et du cœur, les choses se réalisent quoi qu'on fasse. Et de manière très, très bénéfique et exponentielle. Encore dans cette loi d'attraction. Avec qui on est, quand on est calé, avec qui on est. Mais s'il y a un représentant de tes parents, par exemple, il va ressentir certaines choses qui seront en interaction directement avec toi. Donc avec ton système cellulaire, avec ta mémoire cellulaire. Donc voilà, il y a une interaction émotionnelle au niveau du corps. Donc la personne elle est dans son truc et... Oui, elle n'a pas besoin d'y penser, les choses se font. D'accord. De manière systémique, on parle de systémie. Okay. C'est la circulation de l'énergie qui permet. D'accord. C'est l'intention qui le permet. Si par exemple il y a quelqu'un qui est trop dans le mental, bien sûr moi, j'interviens pour pouvoir recaler un petit peu les choses. Mais en général, associé au yoga, ça se passe très bien. Souvent, quand on est trop dans le mental, ce sont les résistances, peur de ressentir. Et ça, ce sont les résistances, souvent. On dit faire cet exercice, même si on ne croit pas à l'au-delà ou à la réincarnation. Oui, il n'y a pas besoin de croyance particulière. Non, non. Ouais. Même si on ne croit même pas à la méthode, ça fonctionne de la même manière. Ouais. Les choses se passent. Quel est l'intérêt de ton groupe pour faire cette thérapie? Alors, excellente question, j'ai oublié d'aborder le sujet. On n'est pas obligé d'être en groupe pour faire des constellations familiales. Donc, je travaille moi en individuel, donc je travaille en cabinet, et que parfois il y a des gens qui ne veulent pas forcément faire partie du groupe ou travailler en groupe, mais plutôt travailler de manière individuelle. Je travaille avec ce qu'on dit en cabinet, constellation Playmobil. On travaille pas, enfin, il y a des gens qui travaillent avec des Playmobil, moi je travaille pas réellement avec des Playmobil, mais je travaille plutôt avec des objets usuels en fait, des objets symboliques. Et on dispose des objets comme on pourrait disposer des personnes vivantes aussi. Et l'objet aussi a cette capacité à devenir vivant quasiment. Par visualisation. Par ressenti. Par ressenti. On a juste à regarder l'objet et on va ressentir où est-ce que l'objet se situe. Mais en réalité, cet objet-là, c'est ton arrière-grand-mère. Mais de la même manière, ça peut fonctionner avec les objets. Ça fonctionne aussi bien? Oui, aussi bien. Travailler avec le vivant, c'est plus intéressant, à mon sens. Mais parfois, les gens préfèrent l'individuel. Et donc, quel est l'intérêt du coup d'être en groupe? L'intérêt d'être en groupe, c'est qu'il y a une meilleure interaction, c'est ce que je dis, c'est quand même plus intéressant de travailler avec le vivant. Et aussi, dans mon travail, c'est moins fatigant. Les constellations familiales en individuel, c'est que je dois toujours me positionner par rapport à l'objet, par rapport au ressenti de l'objet. Donc je fais des transitions comme ça entre les différents membres de la famille qui sont constellés. Donc ça peut être fatigant. Donc c'est plus intéressant en groupe. Si les gens sont ouverts à travailler en groupe, c'est beaucoup mieux. Puis peut-être qu'indirectement, pour les participants qui représentent telle ou telle personne de leur famille ou d'autres, il se passe quelque chose pour eux, en quelque sorte. Ouais. Ils en tireront bénéfice d'une manière ou d'une autre. Exactement. Les gens, c'est une bonne question encore. Les gens qui connaissent. Effectivement, parfois, il y a des gens dans le groupe qui ne veulent pas forcément consteller, qui veulent voir comment ça se passe, ou
voilà, ils ont certaines peurs et puis ils sont un peu méfiants. Mais ils sont OK pour pouvoir être le représentant d'une personne qui constelle. Et souvent, on voit qu'il y a des phénomènes de résonance. Et si cette personne-là a été choisie pour jouer ton père ou pour jouer ta mère, eh ben, c'est qu'il y a des schémas dans sa propre famille qui sont similaires. Donc, travailler pour les autres dans la constellation a tout aussi un intérêt pour nous-mêmes et dans notre histoire familiale. Tout le monde bosse, quoi. Tout le monde bosse. Tout le monde bosse. Ouais. De manière consciente ou inconsciente, ça travaille quand même. Même quand on le fait pour les autres. Système de résonance. Il peut y avoir des conséquences négatives, genre qu'on brasse quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Non, je vois pas trop. Parce que dès qu'on va dans quelque chose qui est faux, c'est comme s'il y a quelque chose de coupé sur le plan énergétique. Donc ça fonctionne plus. Non, ça fonctionne pas. Il y a quelque chose qui cloche, donc non, ça n'arrive pas, pour ainsi dire. Parce qu'il y a une dissonance. Il y aurait une forme de dissonance en fait. Et ça, on s'en rend compte parce que quand il y a cette dissonance-là, c'est le mental qui prend le dessus. Mais ça se passe sur un plan énergétique, donc c'est autre chose. C'est une autre sensation. Et justement, est-ce que le mental ne voulait pas trop, arrive des fois à ce que ça ne fonctionne pas? Oui. Comme je disais tout à l'heure, ce qui se passe en fait quand le mental interagit un peu trop, c'est que moi je vais un petit peu recadrer ce qui se passe pour la personne. Avec le yoga, j'ai eu vocation auparavant à faire des constellations familiales de brut en blanc comme ça. Et effectivement, je voyais que le mental parfois était beaucoup plus présent. Et le fait d'associer le yoga, les participants sont plus dans le moment présent, plus dans le corps. Donc c'est une autre qualité aussi de ressenti. Donc les choses se font de manière naturelle, progressive. Tu coupes un instant? Je vais boire un peu.